Et si un simple engrais, à première vue banal et sans histoire, dissimulait en réalité la clé de la souveraineté européenne? Prenons un instant pour imaginer la scène. Nous sommes à la fin du mois de mars 2006. La Russie, sans coup d'éclat, sans communiqué dramatique, annonce la suspension de ses exportations de nitrate d'ammonium, et ce jusqu'au 21 avril. Officiellement, il ne s'agit que de privilégier les agriculteurs russes à l'aube de la saison des semis, rien de plus naturel aux yeux des autorités russes. Mais ce n'est pas n'importe quelle date. Le 21 avril, c'est précisément le cœur de la période où les champs européens ont un besoin vital de cet engrais. Est-ce un simple geste administratif, un banal ajustement de calendrier? Ou bien un coup de maître d'une précision chirurgicale qui révèle soudain un levier géopolitique dont l'Europe avait oublié l'existence, enfoui dans un tiroir poussiéreux? Plongeons dans les chiffres pour mesurer la portée de ce geste. En 2005, pas moins de 22% des engrais utilisés dans les champs européens venaient directement de Russie. Et loin d'être une dépendance qui s'effriterait avec le temps, cette proportion ne fait qu'augmenter. En un an, elle a encore grimpé de 7%. Cela signifie qu'un sac d'engrais sur 5 enfoui dans nos sols est d'origine russe. Pourtant, pendant que les responsables politiques européens multiplient les discours sur l'autonomie stratégique, la réalité avance dans la direction opposée. La dépendance s'ancre, se structure, se renforce. On parle de diversification, de souveraineté, mais la vérité, elle, est implacable et silencieuse. Ce qui frappe, c'est justement la discrétion de la Russie. Aucune menace, aucun ultimatum brandi à la face de l'Europe. Simplement une déclaration sobre. Nos agriculteurs passent avant tout. Mais à Bruxelles, la panique grimpe d'un cran. Pourquoi un tel émoi? Parce qu'au-delà du prétexte agricole, cette pause stratégique dévoile une vérité dérangeante. La sécurité alimentaire du continent tout entier peut basculer sur une signature, sur un simple décret émis par le Kremlin. N'est-ce pas vertigineux de réaliser à quel point notre assiette, notre pain quotidien, dépend de décisions prises loin de chez nous? Ce n'est pas seulement une question de politique agricole, ni un débat réservé aux technocrates. C'est une menace directe pour le portefeuille de chaque Européen. Dès les premiers jours de la suspension, les prix des engrais s'envolent, bondissant de 15 à 30%. Ce n'est pas un ajustement saisonnier, c'est un électrochoc qui traverse toute la chaîne alimentaire. Moins d'engrais, c'est une récolte amputée, des prix qui flambent pour le blé, le lait, la viande, les œufs, et même l'alimentation animale. Autrement dit, c'est le coût de la vie, la stabilité sociale, et jusqu'à la souveraineté du continent qui se joue dans ce balai invisible. La crise de 2006 jette une lumière crue sur une réalité inconfortable. L'Europe, loin de s'être libérée, s'est enfermée chaque année un peu plus dans une dépendance dont elle ne maîtrise plus les clés. Et la Russie, habilement, impose sa loi sans un mot plus haut que l'autre. Dès lors, doit-on considérer la suspension des exportations russes d'engrais comme un simple geste économique, ou comme la démonstration implacable d'un pouvoir silencieux, capable de faire plier l'Europe sans menace, sans bruit, sans même hausser le ton? Pour mesurer l'ampleur de la crise, il faut remonter la chaîne des dépendances et comprendre comment l'Europe s'est retrouvée dans cette impasse. En l'espace de 4 ans, la dépendance européenne aux engrais russes ne diminue pas, bien au contraire. Pourtant, si l'on écoute les discours officiels à Bruxelles ou à Paris, on croirait que l'Europe fonce vers l'autonomie stratégique, que la diversification est en marche, que la sécurité alimentaire est assurée. Mais la réalité est tout autre. En 2022, l'Europe a importé 45 millions de tonnes d'engrais, et la part de marché de la Russie a encore progressé de 7 points. Oui, malgré toutes les annonces de découplage, malgré les promesses d'investissement, la dépendance non seulement subsiste, mais elle s'approfondit. Une situation qui interpelle. Comment expliquer ce paradoxe entre discours et réalité? Comment en est-on arrivé là? C'est à la fois simple et brutal. Pendant des décennies, la production européenne d'engrais s'est reposée sur une matière première essentielle, le gaz. Et ce gaz bon marché, il venait principalement de Russie, parfois du Moyen-Orient. À chaque hausse des prix du gaz en Europe, la fabrication d'engrais devient presque impossible.
Imaginez une grande usine chimique en Allemagne, comme SKW Piesteritz. Récemment, cette usine a dû stopper sa production, non pas à cause d'un manque de matières premières ou de sanctions, mais uniquement parce qu'avec le prix du gaz européen, produire des engrais reviendrait à brûler de l'argent. C'est comme si on chauffait sa maison avec des billets de banque, absurde et insoutenable. Lors des crises mondiales, quand les prix des engrais montent en flèche, on relance temporairement la production en Europe, uniquement parce que le marché est en pénurie. Mais dès que les prix mondiaux se calment, tout s'arrête à nouveau. L'industrie européenne des engrais ressemble alors à une caserne de pompiers mobilisée seulement lors des incendies. Le reste du temps, elle est à l'arrêt, trop onéreuse pour être compétitive. Peut-on vraiment parler de filière stratégique dans ces conditions? Et la Russie, dans tout cela? Contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, Moscou n'a pas brandi d'ultimatum. Au printemps 2006, la Russie dit simplement avoir besoin de ses engrais pour ses propres agriculteurs. Pas de chantage, juste un réalignement de ses priorités nationales. Mais l'effet est immédiat. Les prix des engrais en Europe grimpent de 15 à 30% en quelques semaines. Et, mécaniquement, moins d'engrais, c'est une productivité agricole en chute libre. Moins de récoltes à l'automne, et donc des prix alimentaires qui flambent dans tous les supermarchés. Qui aurait pensé qu'un décret à Moscou puisse avoir un tel impact sur le prix d'une baguette à Paris ou d'un steak à Madrid? Ce qui inquiète, c'est que chaque jour sans engrais russes coûte des rendements et menace la sécurité alimentaire. L'Europe n'a aucune alternative crédible pour nourrir ses populations à des prix raisonnables. Même les gouvernements européens les plus hostiles à Moscou n'ont jamais osé sanctionner les engrais russes, de peur de se tirer une balle dans le pied. Toucher aux engrais, c'est toucher à la nourriture, donc à la stabilité sociale. Peut-on vraiment jouer avec un tel levier? Mais alors, si l'Europe a tant besoin d'engrais, pourquoi ne pas les produire sur son propre sol? Pourquoi cette impasse industrielle persistante? C'est ce que nous allons explorer maintenant. Quand la survie industrielle dépend de catastrophes mondiales, peut-on encore parler de stratégie? Regardez le cas des producteurs d'engrais européens, comme SKW Piesteritz en Allemagne. Leur usine ne fonctionne à plein régime que lorsque le monde traverse une crise majeure. En d'autres termes, il faut que tout aille mal ailleurs pour que la production européenne devienne rentable. Dès que le marché redevient stable, ces entreprises replongent dans la précarité, incapables de rivaliser avec les prix mondiaux. N'est-ce pas préoccupant de voir une industrie aussi vitale vivre sous perfusion de crise? Pourquoi une telle fragilité? Tout simplement parce que la production d'engrais repose sur le gaz naturel. Plus précisément, l'ammoniac utilisé dans la majorité des engrais azotés est obtenu à partir d'hydrogène extrait du méthane. Et le méthane, c'est du gaz naturel, en quantité massive. Ce n'est pas juste un ingrédient parmi d'autres, c'est la colonne vertébrale de l'industrie. Or, ce gaz, l'Europe en manque cruellement, et surtout, elle le paie bien plus cher que ses concurrents. La Russie, de son côté, dispose de réserves immenses et de prix imbattables, garantis pour des décennies. Idem pour les pays du Golfe comme le Qatar ou les Émirats arabes unis. Eux aussi peuvent produire des engrais à des tarifs défiant toute concurrence européenne. Surtout depuis que l'Europe a coupé le robinet du gaz russe. Résultat? Les prix du gaz ont explosé et ne sont jamais revenus à leur niveau d'avant. Même le gaz liquéfié importé des États-Unis ou du Qatar reste plus cher que ce que payaient jadis les industriels européens. Et ce n'est pas une question de patience ou de cycle économique. Ce différentiel de prix est structurel. Tant que l'Europe reste dépendante d'un gaz importé hors de prix, ses usines d'engrais ne peuvent pas rivaliser. SKW Piesteritz, pour ne citer qu'elle, ne tourne à plein que lorsque la planète traverse une crise. Sinon, l'entreprise flirte avec la faillite, entraînant dans sa chute tout un pan de l'agriculture européenne. L'Europe est donc prise au piège. Soit elle importe des engrais à des prix très élevés, soit elle abandonne ses propres agriculteurs, incapables d'acheter une matière première devenue hors de portée. C'est la sécurité alimentaire qui vacille, mais aussi le portefeuille de chaque foyer et, in fine, la souveraineté du continent. Il ne s'agit plus d'un choix, mais d'une nécessité imposée. Qui osera trancher ce dilemme? Le pire, c'est que la crise ne s'arrête pas là.
Au printemps 2006, 2 canaux mondiaux d'approvisionnement vont se fermer en même temps. Que se passe-t-il lorsque les 2 principales sources d'engrais mondiaux disparaissent simultanément? Imaginez, d'un côté, la Russie ferme le robinet, de l'autre, le détroit d'Ormuz devient impraticable après une attaque surprise. Soudain, plus aucun navire ne quitte le Golfe, on coupe net les exportations de gaz et de produits chimiques vers l'Europe. Or, le gaz du Golfe est une des bases de la production mondiale d'engrais. Sans lui, pas d'ammoniac, pas de nitrate, donc pas de récoltes abondantes. Qui aurait cru que la fermeture d'un détroit à des milliers de kilomètres puisse avoir un effet domino jusqu'aux champs européens? On pourrait croire qu'il suffit de patienter, que le marché va rebondir, que d'autres producteurs prendront rapidement le relais. Mais la réalité est bien plus dure. Le secteur des engrais ne se réinvente pas en quelques semaines. Les investissements nécessaires, la logistique, les délais d'acheminement, tout cela prend des années à mettre en place. Pendant ce temps, l'Europe se retrouve coincée. À l'est, la Russie contrôle le gaz et les engrais. Au sud, le Golfe est inaccessible. La conséquence est immédiate. Les prix explosent. Le coût du gaz grimpe, celui des engrais s'envole, et derrière, c'est toute la chaîne alimentaire européenne qui vacille. Les agriculteurs perdent plus cher ou ne trouvent même plus d'engrais. Les récoltes diminuent, l'offre alimentaire se contracte, les rayons se vident, et tout le monde le ressent sur sa facture. Ce n'est plus un débat abstrait de diplomatie, mais une question de sécurité alimentaire, de stabilité sociale, parfois même de paix civile. Qui voudrait voir se répéter les scènes de pénurie des années passées? Dans ce contexte, la diversification vantée par les dirigeants européens ressemble à une incantation, car il n'existe aucune alternative crédible à court terme. Le gaz américain liquéfié est bien trop cher. L'autonomie énergétique et agricole reste un mirage tant que l'Europe dépend structurellement de ressources qu'elle ne contrôle pas. Fermer la porte à la Russie ou au Golfe, c'est aggraver la crise sans vraie solution de rechange. Alors, certains regardent vers l'Amérique du Sud. Et si on importait plus de soja, de bœuf, de maïs du Brésil? Mais là encore, la Russie a déjà plusieurs coups d'avance. Et si la dépendance russe était invisible, mais encore plus profonde? On pense souvent qu'il suffit de couper les liens directs pour s'affranchir. Mais la réalité, c'est que la Russie a patiemment tissé une toile planétaire. Prenez le Brésil. Plus de 32% des engrais utilisés là-bas viennent de Russie. Et l'Europe importe massivement du Brésil, soja, viande, maïs, café. En réalité, une grande partie de ce que nous consommons ici a poussé grâce à des engrais russes, même si l'emballage arbore fièrement le drapeau brésilien. C'est là toute la subtilité. Même en coupant les achats directs à la Russie, les engrais russes finissent dans nos assiettes. Ils empruntent simplement une escale tropicale. On ferme la porte à Moscou, mais ils reviennent par la fenêtre, via les ports brésiliens, dans chaque cargaison de soja, de bœuf ou même de café qui traverse l'Atlantique. Cette dépendance ne fait que se camoufler. Elle ne disparaît jamais. Qui peut prétendre s'affranchir d'une toile aussi ingénieusement tissée? La Russie l'a compris depuis longtemps. Ce n'est pas un hasard, ni un simple concours de circonstances. Moscou a construit cette architecture de dépendance mondiale, méthodiquement, contrat après contrat, port après port, année après année. Les engrais sont le fil invisible qui relie la Russie à la sécurité alimentaire de la planète, et surtout à la nôtre. Ce n'est pas uniquement une affaire de commerce, c'est une stratégie de fond qui s'est discrètement ancrée au cœur même de nos supermarchés et de nos cuisines. Aujourd'hui, la Russie n'a même plus besoin de menacer ou d'élever la voix. Elle se contente de regarder, sereinement, pendant que le monde découvre qu'en son absence, toute la chaîne alimentaire vacille. Kirill Dmitriev, négociateur du Kremlin, l'a résumé en une phrase glaçante. La Russie se trouve en position de force à l'aube d'une ère de pénurie extrême. Ce n'était ni un avertissement, ni un chantage. Juste un constat, posé sans émotion. Le message est clair. La Russie est devenue la clé d'un système dont il paraît désormais impossible de s'extraire. Et si l'Europe se persuade qu'elle a le choix, elle se trompe lourdement. Car à chaque solution alternative, la présence russe réapparaît
caché derrière l'étiquette d'un tiers. Voilà le piège. Même en contournant la Russie, l'Europe ne fait que déplacer le problème. On croit gagner en autonomie, mais en réalité, la dépendance s'enracine. Elle devient systémique, structurelle et même invisible. Plus grave encore, cela veut dire que la sécurité alimentaire, le coût de la vie et la souveraineté européenne sont désormais suspendus à des décisions prises ailleurs, sans que nous puissions vraiment peser. Alors, face à cette réalité, que reste-t-il à faire? 3 options, aucune facile. Réduire les droits de douane et assumer la dépendance, acheter cher et faire semblant, ou chercher une alternative, qui n'existe pas. Voilà le tableau. L'Europe est aujourd'hui à la croisée des chemins, sans issue simple ni indolore. Derrière les discours officiels sur la diversification ou l'autonomie stratégique, la réalité est implacable. Chaque tentative d'échapper à la dépendance vis-à-vis de la Russie se heurte à des murs de prix, de logistique ou tout simplement de disponibilité. Regardons la vérité en face. La suspension temporaire des exportations d'engrais russes n'était pas un simple soubresaut du marché, mais un stress test grandeur nature. Un rappel brutal que le levier, que la Russie a mis tant d'années à bâtir, fonctionne parfaitement. Un simple geste, sans menace, sans tapage, a suffi à provoquer une hausse de 15 à 30% des prix des engrais en Europe en quelques semaines. Derrière ces chiffres, ce sont les agriculteurs européens qui voient leurs marges fondre et, très vite, chacun de nous qui le constate sur le prix du pain, des fruits, de la viande. Car au bout de la chaîne, c'est la sécurité alimentaire du continent qui vacille. La situation est encore plus délicate qu'il n'y paraît. Certains pays européens, comme la Hongrie, réclament une baisse des droits de douane pour soutenir leurs agriculteurs. Mais à Bruxelles, on hésite. Céder, c'est reconnaître la dépendance et offrir davantage de revenus à la Russie. Refuser, c'est sacrifier nos propres producteurs et importer l'inflation alimentaire dans chaque foyer. Pire, les alternatives ne tiennent pas la route. Les engrais du Golfe Persique? Les routes sont bloquées. Les autres circuits d'approvisionnement? Trop chers, trop lents, trop instables. Et même si, sur le papier, l'Europe décidait de ne plus acheter à la Russie, en réalité les engrais russes continueraient d'arriver via le Brésil, qui en importe massivement avant de réexporter ses récoltes. Le levier russe ne disparaît pas, il se camoufle dans les flux mondiaux. Quant à une production européenne autonome, elle reste un mirage. Le gaz, clé de voûte de la fabrication d'engrais, est bien trop cher ici. Nos usines tournent au ralenti, incapables d'être compétitives sans crise permanente. Peut-on bâtir l'avenir de l'agriculture sur une telle incertitude? Ce qui a changé, et c'est irréversible, c'est la prise de conscience. Pour la première fois, la Russie affiche sa domination, calmement, presque avec détachement. Ce n'est plus un duel ponctuel, mais un nouvel ordre, une époque où l'Europe n'a plus vraiment la main. Toute illusion de maîtrise ou d'indépendance se dissout devant l'efficacité de ce levier. Alors, que reste-t-il? 3 chemins, aucun n'offre de vraie porte de sortie. Réduire les droits de douane et assumer publiquement la dépendance, au risque de l'aggraver? Continuer à acheter à prix d'or et faire comme si tout allait bien, en étranglant nos économies? Ou chercher une alternative qui, à la lumière des faits, n'existe tout simplement pas? Cette impasse n'est pas une abstraction géopolitique lointaine. Elle touche à notre quotidien, à notre pouvoir d'achat, à la stabilité sociale, à la souveraineté de l'Europe. Aujourd'hui, chaque décision ou non-décision prise à Bruxelles se répercute jusque dans nos paniers de courses, sur notre table. Et vous, qu'en pensez-vous? L'Europe doit-elle assumer sa dépendance ou continuer à l'ignorer? Faut-il ouvrir un débat franc ou se réfugier derrière des formules creuses? Je vous invite à partager vos opinions en commentaire. Si ce décryptage vous a permis d'y voir plus clair, abonnez-vous. Ici, on explore ce que d'autres préfèrent taire. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout.